Bonjour Emilia, bonjour Hubert, bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on m'entend bien? Très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous accueillir, Hubert, fondateur de U-Nature, anciennement l'Université dans la nature. Euh, Juste vous spécifier là, que la rencontre va être enregistrée et donc disponible par la suite pour rediffusion sur nos différentes plateformes. Donc, juste avant de commencer avec la présentation de Hubert, je voulais juste vous mentionner très rapidement qui le Mouvement Santé Mentale Québec nous sommes, hein. On est dans le cadre de la semaine de la santé mentale. On a différents ambassadeurs dont maintenant Une Nature fait partie. On est très heureux et heureuses de ça, d'où la collaboration aujourd'hui. Euh, on travaille vraiment en promotion et en prévention. On est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec et ça nous permet d'avoir à travers tout le Québec des différents ambassadeurs, relayeurs là, pour promouvoir la santé mentale. Et cette année, on travaille sur un facteur de protection qui est très important, qui est se ressourcer. Et dans se ressourcer, il est beaucoup question là, de la nature et de la reconnexion à la nature, d'où le lien aussi là, avec Une Nature aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le mouvement Santé mentale Québec, à vous inscrire à notre infolettre et aussi aller voir notre site être-bien-dans-sa-tête.ca. Je vais mettre le lien dans le chat. Donc, Hubert, je te laisse toute la place pour ta présentation. Merci. Écoutez, merci beaucoup au Mouvement Santé Mentale Québec. Ça me fait très plaisir de parler de la nature avec la santé mentale parce que c'est un sujet qui est très peu abordé quand on parle de santé mentale. C'est très paradoxal parce que vous allez voir, il y a une richesse absolument incroyable de ressources dans la nature, aussi bien d'ailleurs au point de vue très concret que du point de vue scientifique. Donc, je vais essayer de faire avec vous quelque chose de concret, de simple et d'utile et de partager des méthodes qui sont éprouvées pour profiter de la nature pour le bien de sa santé mentale, d'une manière d'ailleurs qui est complètement gratuite. Alors, U-Nature est une organisation sans but lucratif qui a été créée il y a une dizaine d'années à Montréal, au Québec. Nous avons depuis le début étudié, collectionné des milliers et des milliers d'études sur l'impact de la nature, aussi bien sur la santé physique que sur la santé mentale, la santé cognitive, la santé sociale, etc. Et donc, sur cette base énorme, en fait, de ce corpus scientifique absolument incroyable depuis quelques années, on fait beaucoup d'activités et on enseigne en particulier les bienfaits de la nature dans des cours qu'on donne en ligne, qui sont suivis par des gens de différents pays. Et nous formons des guides de reconnexion nature pour accompagner des gens en forêt et leur expliquer ce que la science dit de l'impact de la nature sur leur cerveau et sur leur corps. On a organisé deux congrès scientifiques mondiaux, un à Sherbrooke, un qu'on organise dans quelques jours à Luxembourg, avec des scientifiques du monde entier qui viennent chaque année, tous les 2 ans, présenter les résultats de leurs recherches sur l'impact de la nature sur tel ou tel aspect de la santé mentale ou de la santé physique. Alors, donc, mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire un aperçu global de tout ce qu'on sait de l'impact de la nature sur la santé mentale, parce qu'on en aurait pour des heures. Les cours qu'on donne, ce sont des dizaines et des dizaines d'heures, mais d'y aller avec une perspective qui est une perspective de prévention. Et je voudrais commencer ça en vous parlant de l'asclépiade. C'est une plante que les Québécois connaissent bien, qui est peut-être un peu moins connue en Europe. Elle est très connue, cette plante-là, pour deux raisons. La première, c'est que les papillons monarques, qui sont ces magnifiques papillons que vous voyez ici, cette plante est absolument indispensable aux larves des papillons monarques, qui sont des papillons qui font des migrations absolument incroyables sur tout le continent américain. Et c'est une plante qui est connue aussi parce que depuis peu, on récolte ce qu'on appelle sa soie pour en faire notamment des vêtements et pour en faire des gants et pour en faire toute une série de choses. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que l'Asclépiade tient son nom en fait d'Asclépios, qui était le dieu de la médecine, comme vous savez, chez les Grecs.
Et Asclépios avait plusieurs enfants, et parmi ces enfants, il y avait deux filles en particulier sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est Hygiée et Panacée. Alors, les deux filles, deux de ces filles, donc Hygiée et Panacée, comme le nom l'indique, Hygiée a donné le nom à Hygiène, notre mot hygiène vient de la déesse Hygiée, et Panacée, qui était une de ses sœurs, qui elle s'occupait beaucoup des médicaments, alors que Hygiée s'occupait beaucoup plus de la prévention. Panacée, eh ben, on connaît le nom, hein, parce qu'on dit aujourd'hui c'est une panacée, et c'est l'industrie pharmaceutique notamment. Et déjà, donc, les deux, dans la mythologie grecque, ces deux sœurs, Hygie et Panacée, se bataillaient, se disputaient en permanence, et on peut dire que cette dispute ne s'est jamais terminée, et qu'aujourd'hui, c'est Panacée qui a gagné de loin. Parce qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup plus d'emphase et beaucoup plus de budget mis sur les médicaments et sur le fait de soigner des maladies que sur l'hygiène, c'est-à-dire la prévention. Mais il y a une voie dans la médecine qui est relativement ancienne, mais qui est connue du grand public depuis peu, qu'on appelle la salutogenèse. Et au contraire donc de la médecine traditionnelle qui étudie les maladies, la salutogenèse étudie ce qui fait qu'on est en bonne santé. Donc, quel est le mode de vie qu'il faut avoir pour être en bonne santé? C'est ça, la voie de la salutogenèse. Et il est évident, dans le cadre de cette salutogenèse, que le contact avec la nature, on va le voir en détail, est un aspect extrêmement important de l'hygiène de vie et en particulier de l'hygiène mentale. C'est connu depuis très longtemps, hein. Si vous prenez les autochtones en Amérique du Nord en particulier, mais on pourrait dire la même chose des autochtones du monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Australie, ils ont une connaissance intuitive depuis toujours de l'impact de la nature, hein. Si vous lisez ce texte, qui est un texte qui a été prononcé par un autochtone canadien, c'est exactement ce qu'il nous dit dans ses propres mots. Si j'ai des problèmes, je marche dans le bois, je parle aux arbres et ils m'écoutent, ils emportent mes problèmes. Je chasse, je campe, je pêche, je l'ai toujours fait et je me sens toujours bien quand je suis là-bas dans le bois. Pour moi, c'est comme un nettoyage. Et ça, donc, cette connaissance intuitive et expérimentale, c'est un trésor de notre humanité. Et ce trésor de l'humanité, il a été quand même relativement longtemps méprisé, mais voilà que la science maintenant commence à s'emparer de cette question depuis la fin du XXe siècle et fournit de manière incroyablement riche chaque semaine de nouvelles études sur l'impact de la nature et du contact avec la nature sur la santé mentale. Et j'en profite pour dire qu'évidemment, on parle aujourd'hui beaucoup de ce que nous faisons à la nature, mais on ne parle pas du tout assez de ce que la nature nous fait. Et je crois qu'il y a un déséquilibre dans les discours parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la nature, on en parle en tant que problème à cause du réchauffement climatique, à cause de la pollution, à cause de tout ce qu'on sait, et non pas en tant que solution. Alors que, premièrement, vous le savez, il y a énormément de médicaments qui proviennent de la nature, mais en dehors même des médicaments, le contact avec la nature est vraiment une solution, et notamment une solution de prévention de la santé mentale. Mais la science redécouvre ça depuis très peu de temps, et figurez-vous que pourquoi? Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que subitement la science s'intéresse à cette question? Alors, il y a différents éléments, mais un élément qui est très intéressant, c'est la grille du frêne. Alors, les Nord-Américains qui sont ici savent que la grille du frêne, c'est donc un parasite du frêne qui a conduit à la mort énormément de frênes dans les villes. Et on s'est aperçu à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle que la disparition de ces arbres en ville était corrélée à l'augmentation d'un certain nombre de maladies physiques, en particulier de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas une relation de causalité entre la disparition de ces arbres et le surgissement de ces maladies. Et la réponse a été positive. On s'est rendu compte qu'effectivement, les arbres, en dehors de la beauté qu'ils répandent dans les villes, ont un véritable impact sur la qualité de l'air, sur la captation des particules fines dans la pollution, etc., etc., et sur la santé mentale. Donc, ceci explique en partie pourquoi subitement on s'est intéressé aux bienfaits de la nature et pourquoi les scientifiques maintenant s'y intéressent. C'est en train de devenir carrément une discipline à part entière. Alors, pour bien comprendre
pourquoi la nature nous affecte tellement positivement. Il est impossible de parler de ça sans comprendre notre histoire à nous en tant qu'espèce humaine. C'est fondamental de comprendre ça parce que sinon, on a l'impression que tout cet impact de la nature, finalement, c'est un peu de la magie. Mais en réalité, ça n'a absolument rien de magique quand on sait que l'espèce humaine, c'est-à-dire vous et moi, en tant qu'espèce, nous avons passé plus de 99% de notre évolution, de notre temps dans la nature. Si vous prenez simplement Homo sapiens, hein, on considère aujourd'hui que Homo sapiens a à peu près 300 000 ans, hein, existe depuis 300 000 ans. Maintenant, il y a des recherches qui tendent à prouver qu'on pourrait remonter encore plus loin. Mais dans ces 300 000 ans, nous avons passé la presque totalité de ces 300 000 ans en nature jusqu'il y a relativement peu de temps. Hein, c'est-à-dire que l'énorme famille à laquelle nous appartenons est évidemment apparue dans la nature, a grandi dans la nature, a prospéré dans la nature, et donc a été faite par la nature et pour la nature. Nous sommes parfaitement adaptés à une vie en nature, et il est important de savoir que le corps des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire de nos ancêtres avant l'arrivée de l'agriculture il y a à peu près 10 000 ans, mais nos ancêtres d'il y a 20 000, 30 000, 40 000 ans avaient le même corps que nous. D'ailleurs, si vous regardez les chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, il y a encore des chasseurs-cueilleurs, par exemple en Tanzanie, ben, ils ont évidemment la même structure physique que la nôtre. Donc, notre structure physique et notre cerveau ont la même structure depuis les chasseurs-cueilleurs et donc sont parfaitement adaptés à vivre dans un monde qui n'est plus du tout le nôtre. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que cette évolution est extrêmement lente et nous sommes aujourd'hui adaptés à l'environnement qui était le nôtre il y a des milliers d'années, qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, et on peut comprendre énormément de problématiques de santé mentale et de santé physique à cause de cet écart, de ce grand écart qu'il y a entre l'environnement pour lequel nous avons été faits et l'environnement dans lequel nous vivons. Donc c'est très important de comprendre ça, parce que si vous voulez, quand on demande à des, si on se demande mais pourquoi est-ce que nous nous sentons bien dans la nature, c'est exactement la même raison qui explique qu'un poisson se sent bien dans l'eau. Hein. On dit heureux comme un poisson dans l'eau parce que le milieu naturel du poisson, c'est l'eau, et nous, notre milieu historique et notre milieu naturel, c'est la nature. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça et je vous assure que les conséquences d'avoir été des chasseurs-cueilleurs pendant tellement de centaines de milliers d'années, et je ne parle même pas des années avant Homo sapiens, parce que nous étions déjà des humains, mais nous étions évidemment encore plus dans la nature. Donc, si on reprend tout ce calcul-là, là, on parle en millions d'années que nous avons dépassé que nous avons passé dans la nature. Alors, c'est très intéressant de voir toutes les conséquences que ça a, non seulement du point de vue physique, mais également au point de vue psychologique. Alors, évidemment, au point de vue physiologique, nous avons besoin de la nature. Je sais que ça, on a tendance à l'oublier, mais imaginez-vous, que ferions-nous sans la lumière, hein, sans la lumière naturelle? Nos rythmes internes, hein, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, ce sont des rythmes qui ont intériorisé à l'intérieur donc de notre corps et de notre cerveau le rythme du jour et de la nuit. Vous avez beaucoup de cycles dans notre corps qui vont se déclencher en fonction du cycle du jour et de la nuit. Donc, l'alimentation, c'est évidemment fondamental dans la nature. Donc, au niveau physiologique, il y a l'air, hein, ce que nous respirons, c'est bien de l'air, c'est bien la nature. Donc c'est évident que nous sommes entièrement dépendants de la nature au niveau physiologique. Maintenant, la question se pose au niveau psychologique. Et au niveau psychologique, la plupart des psychologues nous disent que le contact avec la nature est un besoin fondamental de notre psyché. Donc non seulement nous en avons besoin d'un point de vue physiologique, mais nous en avons complètement besoin du niveau psychologique. Nous avons besoin de voir la nature, d'être dans la nature. Et ce sont donc deux besoins qui sont exactement sur le même plan. Alors, on a tendance à les oublier, mais il faut se dire qu'il est donc absolument impossible pour un être humain d'être déconnecté de la nature, puisque par l'air qu'il respire, par la lumière qu'il voit, par ce qu'il mange et par ce qu'il boit, ben, tout est lié à la nature. Néanmoins, la conscience de la connexion à la nature, la conscience de la dépendance à la nature, elle tend à disparaître de plus en plus. Et c'est dommage, il faut insister auprès
des enfants sur le fait que nous sommes absolument dépendants de ça. Alors, un exemple très intéressant parmi beaucoup d'autres que je pourrais illustrer de l'impact de la nature et de la ville sur le cerveau, c'est ce qui se passe avec l'amygdale. Notre cerveau, vous le comprenez bien, a évolué lentement. Sa structure est la même que la structure, je vous le disais, d'un homme ou d'une femme d'il y a 40 000 ans. La structure est exactement la même. Et cette structure, comme je viens de vous le dire, elle est habituée à vivre dans un environnement particulier, qui est non seulement un environnement naturel, puisque c'est là-dedans que nous avons évolué pendant toutes ces années, mais qui est également un environnement humain. Si vous prenez les chasseurs-cueilleurs dans le monde entier et à toutes les époques, y compris l'époque actuelle, on s'apercevra que la plupart des chasseurs-cueilleurs vivent en bandes, hein. Ils vivent dans des bandes d'une vingtaine à une trentaine de personnes. Ils ne vivent pas avec des milliers de gens autour d'eux et ils vivent avec des gens qu'ils connaissent depuis la naissance et jusqu'à la mort. Donc ils vivent avec un petit groupe. Ils vivent dans un monde où il y a relativement peu d'informations. Maintenant, prenez ce cerveau et mettez-le dans la tête de quelqu'un qui est urbain aujourd'hui, ben, on se rend compte que, évidemment, l'environnement étant complètement modifié, il va être surstimulé. Donc, le cerveau du chasseur-cueilleur que nous avons encore en nous est surstimulé par le fait notamment de vivre en ville, et ça a une conséquence sur une partie du cerveau que vous voyez ici, qui est l'amygdale. Et comme le slide vous l'explique, l'amygdale, il est très important pour décoder les émotions, mais c'est aussi la partie du cerveau qui réagit quand il y a des menaces. Et on a constaté que les enfants qui ont grandi en milieu rural, si on les compare aux enfants qui ont grandi en milieu urbain, ont une amygdale qui va fonctionner différemment. L'amygdale de l'enfant grandi en milieu urbain va être beaucoup plus vite stimulée, activée, que l'amygdale de l'enfant qui a vécu en milieu rural. On ne sait pas exactement pourquoi. Dans la matière de la connexion et des bienfaits de la nature, il y a énormément de corrélations, mais on est encore en train d'étudier beaucoup les causalités. Mais il semble qu'une des pistes de solution, ce soit qu'effectivement l'amygdale dans un milieu urbain est dès le début surstimulée. Parce que chaque fois, par exemple, que nous voyons un inconnu, hein, nous devons analyser son visage. Nous ne le faisons pas du tout consciemment, mais repensez à quand vous êtes dans un bus ou quand vous êtes dans un métro, vous êtes assis en face de quelqu'un, vous ne pouvez pas vous empêcher, même très rapidement, de décrypter qui est la personne en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un de dangereux? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être menaçant? Il y a les bruits de la ville. Donc il y a un énorme environnement que notre cerveau de chasseur-cueilleur continue à considérer comme menaçant, même si nous y sommes nés. Donc ceci explique qu'il y a une suractivité de l'amygdale chez les gens qui sont urbains et que c'est beaucoup moins fort chez les gens qui ont vécu dans des milieux ruraux. Et donc, ceci explique que quand on regarde les problèmes de santé mentale dans une ville et dans les milieux ruraux, eh bien, vous avez les chiffres ici, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation des problèmes de santé mentale dans les villes avec un risque doublé de schizophrénie par rapport à ce qui se passe en milieu urbain. Ceci montre bien que nous ne sommes pas faits, nous n'avons pas été fabriqués pour vivre dans l'environnement dans lequel nous vivons et qu'il va falloir des centaines de générations pour peu à peu s'y habituer. Et il ne faut surtout pas croire que parce que je ne ressens pas les effets négatifs de la ville, et j'en profite pour dire qu'il y a des effets très positifs à la ville, hein, donc je ne veux pas du tout être binaire, il y a des effets très positifs à la ville. Par exemple, il est beaucoup plus facile de trouver un hôpital dans une ville que de trouver un hôpital en milieu rural. Mais toute l'histoire de l'évolution et toute l'histoire anthropologique de l'homme explique donc que même si on ne le ressent pas consciemment, notre corps est perturbé par le simple fait de vivre en ville et par la multitude d'informations, notamment, auxquelles il doit faire face. Donc, ça, c'est très clairement établi par la science. Il y a un problème de structure du fait de vivre en ville euh, pour la santé mentale. Alors, quand on étudie maintenant les bienfaits de la santé, de la nature sur la santé mentale, il y a quelques petites choses intéressantes à dire parce que, évidemment, la première chose, c'est de ne pas séparer la santé mentale et la santé physique.
Ce que nous avons tous tendance à faire, parce qu'on a l'impression que ce sont des catégories et des cases différentes, mais c'est la même chose. Vous savez très bien que quand vous allez mal physiquement, ça va mal au niveau mental, et inversement, c'est à peu près la même chose. Et si on prend le cas de la sédentarité, regardez comme c'est lié à tout ce que je viens de vous raconter, les chasseurs-cueilleurs sont des gens qui bougent en permanence, hein. Non seulement ils bougent d'un endroit à l'autre, mais ils chassent, ils cueillent, ils sont tout le temps dans une activité physique légère ou modérée. Comme nous sommes des chasseurs-cueilleurs, nous sommes faits pour bouger. Dès l'instant où nous ne bougeons pas, nous avons des problèmes au niveau de la santé physique qui peuvent être énormes et des problèmes au niveau de la santé mentale qui peuvent être énormes. La recherche dit que si vous êtes sédentaire, vous avez donc des troubles de l'humeur, un risque de troubles de l'humeur accru de 60 à 80%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, la première chose à retenir d'un point de vue pratico-pratique, c'est quand je me sens mal, quand je me sens triste, quand je me sens pas bien, la première chose, c'est de bouger, hein, de ne pas rester dans l'inaction, de bouger. Pas besoin de faire des grands exercices physiques, mais bouger. Alors, bouger où? Et c'est le deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'on a étudié euh, le fait de bouger dans la nature. On s'est rendu compte qu'effectivement, le fait de bouger dans la nature a un impact important sur la santé mentale, mais il ne faudrait pas croire que si la nature est bonne pour notre santé, c'est parce qu'on y bouge, hein. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que si vous êtes une personne avec un problème de mobilité, vous êtes handicapé, vous ne pouvez pas bouger, il a été maintes et maintes fois mesuré que le seul fait d'être dans la nature sans bouger dans la nature a un impact considérable sur la santé mentale. Donc, ne pas croire que la nature n'est bonne que parce qu'on y bouge. Non, même si on n'y fait rien, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, elle a un impact positif. Par ailleurs, on a aussi mesuré dans différentes recherches les impacts entre bouger dans la nature et bouger dans la ville. Et il y a notamment une étude très connue sur la rumination mentale. Vous savez, la rumination mentale, en gros, on distingue toujours deux types de rumination. Une rumination positive, c'est le chercheur qui cherche une solution, c'est le créateur qui est en train d'inventer quelque chose, et elle est positive, et la rumination négative, qui est celle qui généralement tourne autour de la question pourquoi, pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi, pourquoi est-ce que je n'y arriverai pas, pourquoi est-ce que je ne suis pas ceci, pourquoi est-ce que je suis comme ça, etc. Cette rumination négative, elle est dangereuse parce que, premièrement, elle est un signe avant-coureur de dépression. Donc, les gens qui sont souvent dans la rumination, ça peut les conduire à la dépression. Et deuxièmement, les gens qui sont dans la rumination, dans la dépression, ne peuvent pas arrêter la rumination, hein. Si vous avez devant vous quelqu'un qui est très dépressif, vous ne pouvez pas l'empêcher de ruminer. Donc, la rumination, c'est un problème très sérieux. Donc, on a envoyé dans différentes expériences deux groupes se promener en nature ou se promener dans la ville, et on s'est rendu compte que les gens qui s'étaient promenés dans la ville n'avaient pas de diminution de la rumination, tandis que ceux qui s'étaient promenés en nature, et en particulier dans la forêt, connaissaient une diminution très significative de la rumination. Donc, vous voyez, bouger n'est pas bouger. Bouger dans la nature, ce n'est pas la même chose que bouger en ville. Et si vous voulez mettre fin à vos ruminations, la meilleure des choses, c'est bouger dans la nature, marcher dans la nature et en particulier dans la forêt. Un autre point important concernant la santé physique et la santé mentale, c'est le microbiote. Je pense que tout le monde a entendu parler du microbiote. Aujourd'hui, on sait très bien que le microbiote a un impact important sur notre santé mentale. Et on sait aussi que quand on se promène en nature, les gens qui se promènent en nature vont avoir une modification de leur microbiote. Et leur microbiote cutané, c'est-à-dire ce qu'il y a sur la peau, qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, et le microbiote intestinal aussi. Le simple fait d'aller dans la nature, et je vous dirais même que le simple fait, par exemple, d'aller cueillir des fruits dans la nature change le microbiote nasal, hein. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites là-dessus. Donc, vous voyez que la santé physique et la santé mentale sont complètement mêlées, sont en fait une, il n'y a qu'une santé, et l'une et l'autre se profitent mutuellement. Alors, je voudrais donc vous donner quelques méthodes pour la santé mentale, pour votre santé mentale, des méthodes qui sont simples, qui sont pratiques, qui sont très faisables
et qui sont complètement gratuites. Alors, ce sont des méthodes dont on entend relativement peu parler, et pourtant, vous allez voir, ça marche. Je vous propose d'utiliser la semaine dans laquelle nous sommes, mais qui est en train de se finir, mais enfin la semaine de la santé mentale, pour vous dire, ben, je vais essayer pendant une semaine et on va bien voir ce que ça fait. Hein, je ne vous demande pas du tout de me croire sur parole, mais d'essayer ces techniques, peut-être un peu tous les jours, et de voir l'impact que ça a sur vous et de confirmer ou non ce que la science a dit à ce sujet-là. Alors la première méthode, elle est très simple, vous voyez, c'est d'aller dans la nature et de ne rien faire. De ne rien faire. C'est ce que certains appellent le wilderness solo. Et quand, dans les cours que nous donnons, c'est la première chose qu'on demande aux étudiants, de faire un wilderness solo dans la nature pendant 3 heures. Ça consiste en quoi? Ben, c'est très simple. Vous trouvez un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans une forêt, peut-être même dans un parc, mais idéalement avec personne autour de vous. Vous vous asseyez et vous restez là pendant 3 heures, sans téléphone, hein, sans regarder votre téléphone, sans lire, sans méditer, sans prier, à ne rien faire du tout. Et vous allez voir ce que ça va avoir comme effet sur vous. Vous allez voir d'abord qu'au début, c'est pas évident parce qu'il faut changer de rythme. Et nous préconisons 3 heures parce qu'on s'est rendu compte avec des centaines de gens qui l'ont fait que dans les 2 premières heures, on essaie de décrocher de son rythme. Et dans la troisième heure, il se passe quelque chose, je ne vais pas vous le décrire, vous allez le découvrir vous-même, il se passe quelque chose de particulier. Et au niveau du cerveau, il se passe un phénomène qui est très connu, qui s'appelle le Default Mode Network, c'est-à-dire que votre cerveau sort du mode concentration, où il est en train de réfléchir à un problème, essayer de trouver une réponse à une question, etc., pour entrer euh, dans un mode où il ne fait rien, en fait. Et quand il ne fait rien, c'est à ce moment-là, s'est-on rendu compte, que la créativité commence. Parce qu'il y a des zones qui vont s'associer. Et vous allez voir, il y a des idées qui vont surgir. Parfois même, il y a des résolutions de problèmes, hein, le fameux instant Eureka, vous l'avez certainement déjà vécu. Vous cherchez par exemple le nom de quelqu'un, vous ne le trouvez pas, et tout à coup, vous prenez votre douche et vous le trouvez. C'est à cause du fait que votre cerveau s'est mis dans ce mode. Donc, ne rien faire dans la nature, essayez-le, peut-être pas pendant 3 heures si ça vous fait peur, mais croyez-moi, ça va vous procurer beaucoup de bienfaits. Deuxièmement, et c'est un peu dans ce que je vous disais, il faut être seul. Toutes les études montrent que, à moins que vous souffriez de problèmes d'angoisse particuliers, pour se reposer, la première condition, c'est d'être seul. Euh, donc, je préconise vraiment non seulement d'être seul, mais de ne pas être entouré de gens, même que vous voyez passer. Hein. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver un endroit où vous vous sentez à l'abri, protégé, où vous ne voyez personne et où personne ne vous voit. Troisièmement, regardez la nature. Euh, il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a même pas besoin d'être dans la nature. Le simple fait de regarder par la fenêtre la nature a un impact sur notre santé mentale et sur notre santé cognitive. J'ai pris cette photo de ma chienne un jour où je la voyais en train de regarder la nature parce que je me dis, mais est-ce qu'elle est sensible à la beauté? C'est une grande question que je me pose depuis longtemps, de savoir si les animaux sont sensibles à la beauté. À mon avis, oui. Mais si vous voulez, le simple fait de regarder la nature, il a été mis en avant par une recherche qui est très connue et qui date de 1984, qui montrait que des patients hospitalisés après une chirurgie, quand ils étaient dans une chambre qui donnait une vue sur la nature, se rétablissaient plus vite que les patients qui étaient dans une chambre qui donnait sur un mur, parce que ça réduit le stress. Donc, quand vous êtes stressé, regardez la nature. Nous, on propose toujours la règle des 3 fois 20, hein, c'est-à-dire que quand vous travaillez à l'ordinateur, après 20 minutes d'écran, vous regardez pendant 20 secondes un élément naturel qui se trouve à peu près à 20 mètres, de préférence un arbre. Hein. Et tout ça, je vous dis, expérimentez-le vous-même, demandez-vous ce que ça vous fait. Et la science a montré que non seulement regarder la nature fait du bien, donc regarder des plantes dans un bureau, mais même regarder des photos de la nature, regarder des images de la nature. Il y a beaucoup d'éléments dans la nature
qui vont avoir pour impact une grande diminution du stress et donc une augmentation de la santé mentale. Vous pouvez donc avoir des images de la nature à l'intérieur de chez vous, hein. Regardez ici une murale. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir toute une murale, vous pouvez avoir des photos simplement que vous aimez, des photos qui attirent votre regard et vous allez voir que ça diminue énormément la tension. Un élément qui est très important dans la nature, c'est la force de la pensée analogique. Quand on se promène en nature, quand on voit des images de nature, euh, il y a un exercice vraiment intéressant à faire. Vous vous promenez dans une forêt et vous partez dans la forêt avec une question, qui est de vous dire, vous avez un problème, vous essayez de préciser le problème, et vous allez dans la forêt en essayant de voir comment la forêt a résolu le problème à sa manière. Comment est-ce que la nature règle un problème qui est similaire au mien? Alors, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être similaires. Trouver son chemin, par exemple. Et ici, cette photo, elle avait été postée sur Facebook. Quand on lisait les commentaires des gens, c'était étonnant parce que chacun projetait sur cette photo des problématiques personnelles. Et cet arbre pris dans les rochers aidait les gens à trouver une solution. Il y en a qui disaient, ben, c'est la preuve que même quand on est dans une situation difficile, il faut s'accrocher. Hein, il y a plein d'interprétations possibles, mais la seule bonne, c'est la vôtre. Et c'est de voir avec votre subjectivité et votre personnalité quelle est la solution qui a été trouvée par la nature dans tel ou tel problème. Par exemple, moi, je peux vous dire, un jour, j'ai trouvé une solution en regardant une rivière parce que je m'étais aperçu que quand l'eau arrivait près d'un barrage, elle ralentissait et qu'après le barrage, évidemment, elle allait plus vite. Et je me suis dit, c'est ça la solution que je cherche. Il faut ralentir pour aller plus vite. Vous voyez, donc c'est d'une richesse absolument incroyable quand on prend le temps simplement de regarder comment la nature règle différents problèmes. Et regardez ceci, la nature nous aide beaucoup à trouver des voies. Il faut laisser aller son esprit, être à la fois dans une sorte d'atmosphère à la fois poétique, philosophique, mais surtout de laisser aller et de laisser venir ce qui monte en nous quand on regarde cette magnifique nature. Alors, une autre méthode qui a été très éprouvée, regardez comme elle est simple, c'est simplement de faire se succéder la marche et la position assise dans la nature. Vous marchez, vous vous asseyez, vous marchez, vous vous asseyez. Il a été montré que ça diminue plus le stress que simplement marcher ou simplement s'asseoir. L'idéal, c'est vraiment de faire les deux. Et donc de ne pas du tout être dans la performance. Pas du tout dans la performance. Vous êtes au contraire dans le laisser-aller. Vous marchez, vous avez envie de regarder quelque chose, de vous asseoir pour vous reposer sous un arbre, faites-le euh, et, euh, et laissez aller votre propre nature. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même des exercices qui sont extrêmement simples, mais l'idéal, c'est vraiment de le faire dans des endroits où vous êtes relativement seul et pas entouré. Alors, une sixième méthode qui est très utile, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation des émotions. Alors, quand nous avons des émotions, qu'est-ce que nous faisons? L'autorégulation consiste à se dire, OK, j'ai une émotion qui est en train de me traverser, je vais essayer soit de l'atténuer si c'est une émotion négative, soit de la soutenir si elle est positive, et en tout cas de retrouver un équilibre émotionnel. L'autorégulation émotionnelle, vous voyez dans la note scientifique qui est en dessous, elle est essentielle, notamment dans les maladies chroniques. Nous devons tous essayer de trouver notre propre méthode d'autorégulation, c'est-à-dire d'avoir le réflexe de quand je me sens mal, j'ai une émotion qui ne me plaît pas, je sors, je vais dans la nature et je vais regarder comment le fait d'être dans la nature régule mon émotion. Et de très, très, très nombreuses recherches montrent que la nature a une énorme capacité de régulation des émotions. C'est d'ailleurs exactement ce que disait cet autochtone dont je vous parlais tout au début. Hein. Quand j'ai des problèmes, les arbres me les enlèvent. C'est ça que ça veut dire. C'est que c'est de la régulation d'émotions par la nature et sans même parler à quelqu'un, mais pourquoi pas ne pas parler aux éléments qui se trouvent dans la nature, euh, c'est tout à fait possible. Une autre méthode très simple également, c'est d'aider la nature. Alors, vous pouvez faire des mangeoires, vous pouvez cultiver, il n'y a même pas besoin d'avoir un potager, vous pouvez cultiver une seule plante chez vous, hein, un pot de fleurs. Moi, je m'amuse beaucoup à faire des boutures, par exemple, c'est très amusant à faire. Donc, aider la nature, ça, on a montré aussi que ça a des impacts, non seulement d'ailleurs au niveau psychologique, mais il y a
un impact très important du jardinage sur la santé mentale à cause d'une bactérie qu'on appelle le Mycobacterium vaccae qui se trouve dans la terre. Et quand on ingère cette bactérie, il y a des gens qui proposent d'appeler ça le nouveau Prozac, tellement ça a un impact sur la santé mentale et sur l'anxiété. Et on pense même il y a des vaccins qui sont en train d'être étudiés contre le stress qui sont faits à base du Mycobacterium vaccae qu'on trouve dans toutes les terres. Hein. Vous allez dans n'importe quel parc, dans n'importe quelle forêt, et vous allez trouver cette terre, vous la respirez, vous essayez de sentir son odeur, vous la touchez, et simplement le fait de faire ça va vous faire ingérer du Mycobacterium vaccae qui va réguler votre santé mentale. Alors, vous voyez le lien entre les activités à l'extérieur et la dépression et le risque de dépression, il est très établi. Euh, c'est une chose absolument sûre aujourd'hui, on le sait dans tous les pays du monde. Malheureusement, il y a encore très peu de politiques de santé publique qui mettent en action ce principe, mais la science est unanime. Plus on passe du temps en nature, plus on diminue le risque de dépression. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire la nature? Ben, ça veut dire les forêts, mais ça veut dire les parcs, ça veut dire la mer, ça veut dire le jardin, hein, ça veut dire tous les endroits où vous avez de la végétation, on peut considérer en général que c'est la nature, et en particulier quand il y a des arbres. Hein. Il faut vraiment privilégier la présence d'arbres au niveau de la santé mentale. Un autre aspect, avant de terminer, c'est la santé cognitive. Donc la santé cognitive, c'est cette faculté de penser, de se concentrer et de mémoriser. Elle est considérablement aidée par la nature. Et il est très dommage qu'on continue à considérer la nature comme un espace de loisir alors que c'est un espace de ressourcement pour le travail. La nature est un endroit idéal pour aller travailler, en tout cas au niveau intellectuel. Donc, de très nombreuses expériences ont montré que montrer l'impact de la nature sur le cerveau. La nature augmente la capacité de concentration et d'attention, augmente la créativité, permet de récupérer rapidement après un effort mental et augmente de façon très importante l'attention. Donc le simple fait de marcher dans une forêt, de marcher dans un parc, ne prenez jamais le prétexte que vous n'avez pas le temps, parce que, en fait, le fait de faire ça va vous faire gagner du temps. Vous comprenez bien que si vous retournez au travail avec un esprit plus concentré, plus léger et plus productif, vous aurez besoin de moins de temps pour faire votre travail que si vous étiez resté assis à tourner en rond, à essayer de trouver une solution. Donc, la nature est vraiment une alliée très importante pour la santé cognitive. Et je termine avec une application gratuite qui s'appelle Nature Dose, que vous pouvez trouver pour Android ou pour Apple, en tout cas en Amérique du Nord, parce qu'elle n'est pas disponible aux dernières nouvelles en Europe. Donc elle est gratuite. Et cette application, vous la mettez sur votre téléphone si vous le souhaitez, et vous pouvez dire à l'application, pour la semaine de la santé mentale, cette semaine-ci, je vais passer 120 minutes en nature, parce que 120 minutes, par semaine, c'est l'idéal au niveau de la santé mentale. Pas en une fois, hein, vous pouvez le faire différents coups de 20 minutes, mais l'idéal, c'est de totaliser 120 minutes. Et vous pouvez dire à Nature Dose, voilà, moi, je me donne comme défi 120 minutes, et chaque fois que vous allez sortir, l'application va calculer automatiquement le temps pendant lequel vous êtes en nature, et vous pourrez, quand vous rentrez chez vous, voir où vous en êtes, et après la semaine, se dire, OK, ben voilà, j'ai fait mes 120 minutes, est-ce que je me sens mieux? Qu'est-ce que ça a donné? Donc, vous voyez, c'est une application qui est très, très utile, avec d'ailleurs beaucoup de bienfaits de la nature que vous pouvez trouver dedans. Et je voudrais terminer par cette citation de Sébastien Knell, qui était celui qui a inventé les chemins qui portent son nom. Ceux et celles qui ne réservent pas quotidiennement un peu de temps pour leur santé devront un jour consacrer beaucoup de temps à leur maladie. Donc, il faut revenir à ce papillon, à l'Asclépiade, à Hygiée et trouver un système d'hygiène mentale, hein, par le contact avec la nature. C'est gratuit, il n'y a aucun effet secondaire et dans certains cas, les effets sont plus importants que l'effet de certains médicaments. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je m'arrête si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Hubert, pour la présentation. Déjà, il y a des commentaires qui rentrent de wow, fascinant. Effectivement, les trucs que tu donnes sont extrêmement pratiques, peuvent sembler simples, mais ont des réels impacts, des réels effets qui sont aussi très variés, là, puis qui peuvent être faits tu sais, autant à l'intérieur de la maison avec les plantes de la maison qu'à l'extérieur dans différents milieux. Fait que c'est très accessible. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On pourra les poser à Hubert. J'en profite pour vous nommer que justement, dans le cadre de notre campagne Se ressourcer, là, tout dans l'aspect des bienfaits de la nature, de tout ce que Hubert proposait, on va proposer en juin un projet jeunesse pour toutes les écoles du Québec qui est d'en fait d'amener les groupes dans la nature et de faire de l'art nature, de l'art éphémère avec la nature pour justement la connexion avec la nature, qu'est-ce qu'elle représente pour nous de pouvoir identifier ça, de pouvoir la toucher, de pouvoir être entouré d'elle. Donc, voilà, en juin, le projet va sortir officiellement dans le cadre de notre campagne Se ressourcer. Je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Je vais essayer de les prendre. Ah oui, il y a des gens qui nomment là, leurs endroits qui leur font du bien, le bord du fleuve, marcher en forêt. Oui, Euh, oui, donc il y a une question ici. Est-ce que les bienfaits de la nature sur le cerveau sont les mêmes chez les adolescents que chez les adultes? Est-ce qu'on a des données à ce niveau-là? une question très intéressante, ça. Alors, sur les adolescents, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que partout dans le monde, on constate que dès qu'un enfant entre dans l'adolescence, la connexion à la nature diminue. C'est-à-dire qu'il a moins envie d'aller en forêt, par exemple, que quand il était enfant. Généralement, les enfants ont une très forte connexion avec la nature, mais quand ils entrent dans l'adolescence, ça diminue. Personne ne sait exactement pourquoi, mais une des raisons, c'est peut-être qu'ils en ont marre que leurs parents leur disent d'aller dans la nature et qu'ils étaient obligés de le faire quand ils étaient enfants et qu'ils se disent, ah, maintenant je suis un ado, c'est fini, je vais aller à l'intérieur. Il y a plein d'explications. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui a été mis en avant par la recherche, je crois qu'il est très important parce qu'il est très peu connu, c'est que les adolescents ont absolument besoin de silence et de contemplation. On voit toujours les adolescents comme voulant se démener partout, faire des jeux, se battre, crier, etc. Mais toutes les expériences montrent que quand on leur propose de sortir en nature, de simplement contempler un paysage et de se taire, ça a un impact très fort chez eux. Ça a un impact tellement fort que nous, à une nature, on travaille avec un hôpital psychiatrique en Belgique et on emmène des jeunes qui sont hospitalisés en psychiatrie pendant 2 ou 3 jours en nature. Et c'est assez étonnant de voir qu'au départ, ils arrivent tous avec leur téléphone, mais que maintenant, entre eux, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus de téléphone dans la nature pour pouvoir profiter de la nature. Et c'est très important à faire dès le plus jeune âge, si vous avez des enfants et des adolescents, de montrer à ces enfants et ces adolescents comment la nature les aide et de ne pas, comme je le disais tout à l'heure, uniquement avoir un discours catastrophiste sur la nature en danger, la nature polluée, la fin du monde, etc. Non, de parler aussi. Regarde, tu vas pas bien, on va faire un tour et tu vas me dire. Et je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet-là que faites l'expérience sur vous. Prenez votre téléphone, prenez votre montre. Quand vous êtes de mauvaise humeur, sortez dans la nature et calculez le temps que ça vous prend pour changer d'humeur. Moi, j'ai fait ça tellement souvent. En 5 minutes, vous avez changé d'humeur. Donc oui, pour les adolescents, la nature est un allié absolument indispensable. Merci Hubert pour la réponse très complète. Il y a quelqu'un qui demande, quand tu parlais d'être seul dans la nature, est-ce que si la personne y va avec son chien, l'impact va être le même que si elle est seule? Ah, c'est une bonne question aussi, ça, parce que moi, je suis tout le temps dans la nature avec ma chienne, donc je serais malvenu de répondre n'allez pas avec votre chien. Moi, je trouve que le contact avec les animaux, c'est évidemment le contact avec la nature, hein. Voir un animal libre dans la nature, c'est une joie énorme de pouvoir voir ça et en même temps de lui en faire profiter, parce que les chiens en ville, ils ont une vie qui n'est pas tellement drôle, hein. Et donc, évidemment, maintenant, ce qui compte, c'est d'être dans un relatif état de paix. S'il faut tout le temps surveiller où va le chien, etc., ben là,
on est dans autre chose. Mais si le chien est calme, qui peut rester tranquille, etc., oui, absolument, c'est bien d'y aller. Merci, Hubert. Une autre question, dans les 3 heures à ne rien faire dans la nature, est-ce que c'est possible de mixer ces 3 heures-là avec l'alternance marche-s'asseoir ou c'est vraiment un 3 heures où il n'y a rien qui se passe? Alors, normalement, dans la pure forme de wilderness solo, c'est bien pire que ce que je vous dis, parce que dans la pire forme de wilderness solo, vous choisissez un endroit, vous faites un cercle avec des pierres, et vous restez là 24 heures. Et dans le wilderness solo, vous n'avez pas de tente, hein. Il y en a qui disent qu'on ne peut même pas faire de feu, et vous restez là sans rien faire pendant 24 heures. Simplement, vous demandez à quelqu'un que vous connaissez de venir vous rechercher pendant 24 heures parce que vous n'avez pas de montre, vous n'avez pas de téléphone, donc c'est une expérience par rapport au temps aussi qui est très intéressant parce que vous voyez que le temps s'écoule d'une façon complètement différente. Maintenant, pour répondre à la question, je crois qu'on ne doit pas passer directement à un wilderness solo de 24 heures, ni même peut-être à un wilderness solo assis de 3 heures. Et si au départ vous avez envie de marcher un peu et de vous asseoir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est à un moment donné de se forcer un peu à ne plus bouger. Parce que dans la nature, on a toujours envie, en tout cas moi, j'ai toujours envie d'aller faire quelque chose. Je suis assis, je me dis, ah, il y a une branche là, je vais aller la déplacer, ah, je vais aller faire ceci, je vais faire. Mais en fait, il faut se forcer à ne rien faire et à laisser la nature faire sur nous. Merci, Hubert. Je regarde rapidement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y avait une question par rapport aux ateliers, mais on a répondu que les informations étaient disponibles sur le site de Unature, c'est bien ça? Les ateliers Oui, en donc on a une nature, oui. prochaine session de cours qui va commencer en automne. Donc on a 2 sessions par an. Il y en a une qui est en cours actuellement et il y en a une autre qui va commencer en septembre. Donc toutes les informations se trouvent sur Unature. Et là, c'est à la fois un cours sur notre relation avec la nature d'un point de vue philosophique, anthropologique, historique, et puis tout l'impact de la nature sur la santé. Parce qu'évidemment, comprenez bien que j'aurais pu vous en parler pendant des heures, parce qu'il y a un gros impact de la nature sur la santé sociale aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sait que dans les quartiers les plus verts, avec plus d'arbres, la santé sociale est de meilleure qualité. Les gens se parlent plus entre eux. Ça fait un attachement au quartier. Donc il y a un impact sur la criminalité aussi. Bref, les impacts sont vraiment multiples. Comme disait un scientifique à un congrès, au congrès qu'on avait organisé, il disait la nature est une polysolution à une société qui est en polycrise. C'est à la fois une crise de santé mentale, de santé un peu philosophique, de santé spirituelle, de santé physique. Et la nature offre des réponses à tout ça. Alors, ce n'est pas évidemment la panacée, il n'y a pas que la nature, et la nature n'a pas de solution pour tout, mais c'est une voie très importante dans l'hygiène et dans la santé. Là, là, là. Marielle, Marielle, tu me permets, bonjour à tous, de Oui, juste ajouter un complément d'information, puisque je voyais aussi dans le chat qu'on posait des questions sur les activités en nature. Je voulais juste préciser que sur le site de Unature, vous avez une liste des personnes qui ont été formées à emmener des groupes en nature en leur expliquant justement un peu de tout ce que vous avez entendu, mais sous une forme vraiment, vraiment le fun, en passant par les 5 sens. Il y a des exercices qui sont faits, puis on vous explique aussi ce que la science a découvert par rapport à ce contact et l'impact que ça a sur le corps et sur la santé mentale. Allez regarder la liste des guides en fonction de où vous vous trouvez sur la planète, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens en Europe qui étaient branchés, puis des gens au Québec aussi. Et puis, contactez-les directement, parce que ce sont ces personnes qui organisent ces sorties en nature. Donc, elles vont le faire durant l'été, elles vont le faire à plusieurs occasions. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement pour le faire. Voilà. merci pour l'ajout, Emilia, super pertinent. Il y a énormément de reconnaissance dans le chat. Il y a même une personne qui nomme qu'elle l'a fait le 3 heures en forêt à ne rien faire et que c'était déstabilisant, mais Oui, très c'est vrai. agréable. C'est divin même le mot qui est utilisé. Euh, Oui, Donc, à essayer. Peut-être pas un 3 heures la première fois, mais là, on entend que le 3 heures il est important aussi là, dans ce que Hubert t'a nommé. Je vous mhm, remercie mhm. vraiment beaucoup. J'en profite pour vous rappeler que dans le cadre de notre campagne Se ressourcer, on a aussi nos différents outils qui sont accessibles gratuitement sur notre site web être-bien-dans-sa-tête.ca. Vraiment, merci beaucoup, Hubert, pour la collaboration qui, j'espère, se poursuivra aussi Avec dans le plaisir. temps.
Vraiment Oui, hyper intéressant, hyper pertinent. Je vous rappelle que la conférence a été enregistrée, qu'elle va pouvoir être diffusée là, sur nos réseaux et sur les vôtres aussi, je crois, Une Nature. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Essayez d'aller un petit peu dans la nature ou au moins de regarder un arbre par votre voilà, fenêtre durant la journée. Merci. Très c'est belle ça. fin de journée. Merci. Merci à tous.